Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur notre webinaire autour de la gestion de la sécurité des identités et tous les enjeux et les problématiques autour de la fragmentation de cette gestion. Donc je me présente, Jérémy Sanglier, donc société Med6 en tant que Global CTO. Donc j'ai le plaisir d'animer les différents CTO sur notre différents practices qu'on a chez Med6 et je suis accompagné par Hicham qui va se présenter également. Bonjour à tous, Hicham Bouali de One Identity. Je suis responsable avant-vente chez One Identity de l'Europe et je suis chez One Identity depuis une dizaine d'années. Auparavant, donc j'occupais le poste de Professional Services pour mettre en place nos différentes solutions qui sont liées à la gestion des identités et sa sécurité. Merci Hicham de nous rejoindre sur ce webinaire. Merci beaucoup. Donc on va commencer rapidement par une présentation de Métis en quelques slides. Il n'y a que 2 slides, ça va aller vite. Donc Métis, on a un acteur plutôt reconnu dans la conseil intégration de solutions, principalement basé dans toute la France. On a une proximité importante avec nos clients. Aujourd'hui, on a 11 agences et on regroupe plus de 500 collaborateurs. Et en termes d'expertise, on est orienté sur la cybersécurité, le cloud et l'infra, qui sont les sujets qui nous préoccupent au quotidien pour aller renforcer la sécurité de nos clients. Donc à noter qu'on a aussi 2 centres de services, un centre de services orienté cloud pour aller manager vos infrastructures cloud et aussi cybersécurité avec différentes offres qu'on verra à la fin pour aller manager vos outils de cybersécurité. Donc Métis, depuis plusieurs années, depuis plus de 5 ans dans la cyber, on est membre de différentes associations et organismes qui nous permet d'être au plus près des partenaires et de nos clients, et ça nous donne accès à certaines informations ou programmes pour aider nos clients sur des cas particuliers. Enfin, on est reconnu sur le marché pour pouvoir intervenir avec des spécialistes sur les différents piliers et points d'entrée des attaques cyber qu'on retrouve généralement chez nos clients. Et enfin, on est créateur du Concordance Club, qui est une communauté cyber avec qu'on se retrouve une fois par mois avec des animations et des plénières organisées dans un endroit plutôt sympathique. Donc démarrons notre webinaire. Donc le sujet est autour de la fragmentation des référentiels d'identité. Aujourd'hui, c'est une réalité chez nos clients et on voit qu'il y a de plus en plus de sujets autour d'aller résoudre cette problématique. Aujourd'hui, c'est un constat et on va voir comment on peut aller outrepasser et répondre à ces enjeux. Donc l'agenda qui est prévu, je vais vous présenter quelques éléments sur les enjeux, les risques, la vision de l'état d'aujourd'hui, et on verra comment avec One Identity, on va pouvoir répondre avec une plateforme unifiée. On finira par quelques questions-réponses que vous allez pouvoir poser directement dans le chat, et puis on pourra les récupérer à la fin du webinaire. Donc aujourd'hui, l'identité numérique, comment elle est représentée dans les entreprises? Finalement, on a tous l'habitude d'avoir une identité représentée par notre mail, mais ça en fait pas une identité. Finalement, l'identité, c'est aussi un ensemble d'attributs qui permettent d'identifier cette personne, son rôle, sa géographie. Ça va au-delà du simple mail. Et derrière tout ça, tous ces attributs, finalement, ils sont consommés, utilisés pour différents types d'usages. L'identification pure, la gestion des habitations, le traitement dans les applications pour pouvoir aller commercer, livrer des éléments, livrer des produits. Ça peut être autour d'un rôle, donc on va réutiliser les différents attributs qui nous permettent d'identifier le rôle de la personne pour pouvoir aller mettre en place la gestion des droits à privilèges et des accès d'administration. Donc on voit que l'identité, finalement, c'est un ensemble de données avec un attribut important autour de l'authentification, mais pas que. C'est aussi un ensemble d'attributs qui sont souvent éclatés dans différents systèmes, et souvent les applications n'ont qu'une vision parcellaire de l'identité et des différents attributs que regroupe cette identité.
Donc on a différents enjeux aujourd'hui auxquels nos clients sont confrontés autour d'aller réconcilier l'ensemble des attributs pour identité et de pouvoir avoir une vision enrichie de cette identité pour l'utiliser au maximum dans les applications, dans les droits, notamment les droits à privilèges, dans les applications pour pouvoir aller cibler et mieux utiliser les informations qu'on a autour de l'identité. Donc, c'est très important dans les business des entreprises. Et là, on va parler, ça soulève plusieurs sujets chez nos clients, comme la data quality, tout ce qui va être autour de l'ID Factory, la gestion de la compliance. Donc, un des enjeux, c'est de construire, consolider, enrichir l'identité numérique des utilisateurs de manière centralisée pour que ça soit mieux utilisé dans l'entreprise. Pourquoi c'est important aussi de s'y intéresser? Ça, c'est plus le volet cyber et différentes attaques. Ça a toujours été un vecteur très important, l'identité, et ça reste toujours un vecteur très, très important. Là, quelques chiffres qui datent des quelques années précédentes, mais c'est toujours une actualité très, très forte. Parce que c'est le premier vecteur qui permet d'accéder à votre SI et on se rend compte qu'il y a de plus en plus finalement de détection de menaces qui sont causées par des acteurs internes. Donc là, c'est un angle mort, ce qu'on appelle dans l'entreprise. Et si on avait un meilleur enrichissement de ces identités, on pourrait aussi mieux gérer cette partie violation de données, accès qui sont non autorisés. C'est ce qu'on appelle la protection contre l'érosion, c'est-à-dire des privilèges qui ont été donnés, les utilisateurs qui changent dans l'entreprise, mais qui gardent des accès. Voilà, donc il y a tout un enjeu autour d'aller finalement limiter les accès de l'utilisateur en fonction de son rôle dans l'entreprise, en fonction de son rôle à l'extérieur de l'entreprise également, comme les comptes guest. On a du vol d'identifiant, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis de plusieurs années, mais ça reste toujours une actualité importante. Donc l'identité, aujourd'hui, on est passé, enfin, dans la stratégie des entreprises, il y avait, on connaissait tous l'ancien modèle qui était basé plutôt sur l'infrastructure, de tout protéger, et c'était l'accent était mis plus naturellement, on va dire, sur le périmètre où cela pouvait être possible. C'est-à-dire qu'on allait tout protéger autour de l'infrastructure et une vision plutôt fragmentée de l'identité qui était dans des annuaires techniques, dans des annuaires SIRH, dans des applications. Et donc, voilà, c'était une vision finalement parcellaire de l'identité. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la sécurité avant était limitée aux limites physiques. Et avec le décloisonnement des infrastructures de nos clients, on se retrouve avec des annuaires cloud, des différents outils qui sont externalisés chez des partenaires. Donc, on passe d'un ancien monde périmétrique vers un monde plus identity-centrique qui va contribuer fortement à la démarche Zero Trust. Donc l'idée, c'est de pouvoir mieux exploiter tous ces attributs qui sont assignés à un utilisateur et qui permettent d'évaluer les accès au SI de l'entreprise, non plus sur une liste de droits dans un groupe qui a été donné à un instant T, mais vraiment d'essayer de transformer toute cette gestion des droits d'accès, par exemple, autour des attributs et de pouvoir être beaucoup plus dynamique là-dessus. Également, sur un cas d'usage qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps, c'était que finalement les identités de l'entreprise, dans des cas où on est en B2B, B2C, finalement une identité était représentée finalement par un habitant. Un habitant égale identité, ça veut dire qu'il y a plus de barrière finalement entre un client, fournisseur, partenaire, un employé. Une identité peut être il peut être employé et client, par exemple. Et du coup, ça, on voit que les entreprises entament des sujets là-dedans pour aller mieux connaître finalement leurs identités, qui sont leurs clients, leurs fournisseurs, et enrichir tout le temps cette identité. Et du coup, on va pouvoir, en mieux traitant cette identité, c'est aussi le fait d'aller offrir différents services en fonction de l'utilisateur, en fonction des attributs de l'utilisateur. On va pouvoir lui offrir différents niveaux de service.
Ce qui est important aussi, c'est toute la partie APIisation qui pour mieux utiliser dans l'entreprise ces données. Juste, Jérémy, si je peux ajouter un commentaire sur le slide précédent, merci. Donc, effectivement, par analogie, je dirais, à l'ancien modèle qui est centré sur l'infrastructure, ce nouveau modèle qui est centré sur l'identité reconnaît de toutes les manières que le compromis, que l'exposition est inévitable. Et en fait offre une vérification avant d'accorder les accès. Donc une identité, comme l'expliquait Jérémy, avait un certain nombre d'attributs, avait des habilitations dans les différents systèmes, mais aussi une identité pourrait représenter des privilèges dans des systèmes très sensibles, dans des applications métiers très sensibles. Donc ce nouveau modèle le permet, avant d'attribuer des accès à une identité, de tout vérifier et donc être en conformité par rapport aux différentes règles de sécurité que l'on a mises en place, par exemple. Merci pour la précision. Bien. Donc sur la partie, en fait, pourquoi l'identité devient le nouveau périmètre? Parce que c'est vraiment finalement le point d'entrée qui va permettre d'accéder aux applications qui, derrière, sont toutes vos données. Donc finalement, la vérification, le vérifier tout en amont, c'est la vérification au pied de la porte, moi, ce que j'appelle. C'est-à-dire avant de rentrer dans le système, finalement, il faut aller vérifier qui vous êtes, d'où vous vous connectez, avec quel device, est-ce que le device il est managé ou pas, quel est votre rôle dans l'entreprise, est-ce que vous avez des rôles d'administration, est-ce que vous avez des particularités géographiques. En fait, c'est d'aller vérifier tout en amont pour s'assurer que la personne est légitime dans l'accès à cette application qui va lui ouvrir la visibilité sur vos données. Donc là, les sujets vont être autour de la partie gouvernance des identités, construction d'une identité de confiance. Et donc, on revient sur la partie identity management et gestion d'accès aux ressources en utilisant de plus en plus finalement l'enrichissement de cette identité. On va travailler sur la partie définition, construction des politiques d'accès qui vont être basées sur cette identité et les différents attributs. Donc l'idée, c'est d'aller exposer de manière, par exemple, sélective les attributs nécessaires qui vont donner finalement une autorisation. La nouvelle démarche n'est plus d'ajouter des identités, des personnes finalement, des utilisateurs dans un groupe, mais vraiment d'aller exposer les bons attributs pour construire une autorisation. Donc pareil dans la partie fédération, c'est quelque chose qui va être réutilisé, qui est plus courant, qui permet de se baser sur ces attributs pour donner accès à des droits. Et enfin, pour la gestion à privilèges également, ça permet d'aller respecter la politique du moindre privilège, gérer les assets sensibles, l'accès via le bastion. On va de plus en plus utiliser ces attributs ça va être au centre finalement de la stratégie de l'entreprise au niveau des accès, privilèges, etc. Donc malheureusement, on voit, comme Hicham l'a dit, l'exposition d'identité, elle est réelle, elle est très importante. Les entreprises s'équipent de plus en plus, mais sont pas forcément toutes bien hyper équipées. Donc on voit de manière quotidienne des vols d'identité qui suivent des vols de données. Il y a des millions d'utilisateurs, internes, externes, clients, tout ça, c'est un peu dans un écosystème qui est perméable. Et donc, du coup, c'est des nouvelles problématiques que nos clients doivent adresser. Il y a de plus en plus de machines que d'humains, tout est automatisé, tout est standardisé, très automatisé. Donc, ça augmente en fait l'empreinte et l'empreinte d'attaque pour les cyberattaquants de vouloir aller accéder à des machines qui donnent accès à des identités. Des comptes en constante expansion. On a les annuaires d'entreprise qu'on connaît tous, mais il y a des expositions de plus en plus vers les SaaS.
vers des environnements cloud, hybrides, edge. Donc, c'est ce qu'on appelle la prolifération des identités qui amène des problématiques à adresser à nos clients. Donc, le but, c'est de construire, de passer du grand référentiel de sécurité vers un référentiel des accès. Finalement, on va plutôt s'intéresser aux accès et de bien donner l'accès à la bonne personne par rapport à l'enrichissement de l'identité qui a été fait en amont, plutôt qu'un référentiel uniquement basé sur les identités. Souvent, l'application, elle a ses attributs propres et elle a une vision très parcellaire de l'identité enrichie. Donc voilà, le but, c'est d'avoir une vision plus 360 de cet utilisateur, de cette identité, qui il est, quels sont ses droits, etc. Donc au travers de la fédération, des rôles airbag, par exemple, c'est un attribut qui va être utilisé pour donner accès à un rôle particulier plutôt que la mise dans un groupe. Le droit peut être donné à un accès à une base de données, peut être lié à une géographie d'utilisateur, par exemple. Donc ça, ce sont des informations qu'on va retrouver via l'enrichissement de cette identité. Et on va passer d'un mode où on va, au lieu de auditer la règle, on va plutôt auditer les droits d'accès tels qu'ils vont être définis par rapport à cette identité enrichie. Et donc, c'est l'un des bénéfices de changer de posture à ce sujet-là. De s'assurer qu'on est dans le respect des moindres privilèges. Et en termes d'évolution, ça va être beaucoup plus évolutif en termes de règles. Quand on va enrichir cette identité, on va pouvoir aller jouer sur ces différents attributs pour permettre d'augmenter ou limiter les droits aux données de l'entreprise, par exemple. Donc le but, c'est d'aller construire une confiance autour de l'identité via ces attributs. Et donc, via l'accroissement du volume d'identité, bien sûr, il faut de l'automatisation parce qu'il y en a de plus en plus d'identités à manager. Et ce ne sont plus uniquement des identités internes qu'on gère, mais c'est des identités, bien sûr, les employés. Ça peut être des identités de clients, de partenaires. Donc, tout ça, c'est quelque chose dans le SI qui est très perméable. Donc, il faut aller beaucoup plus loin sur ces sujets. Donc, le but, c'est d'aller vers une plateforme unifiée qui va permettre d'aller sécuriser finalement l'ensemble du SI via l'identité, avec différents connecteurs qui vont pouvoir aller récupérer de l'information dans les référentiels que vous avez aujourd'hui, qui vont construire de l'intelligence, de l'analytique autour des données, de l'usage, et après on va définir des modèles de consommation de ces identités. Donc tout ça, ça contribue à aller interconnecter des applications, des utilisateurs, de construire un écosystème beaucoup plus sécure et répondre finalement un des pans du Zero Trust. Oui, effectivement, donc One Identity aujourd'hui investit et innove justement pour adresser ces principes avec sa plateforme unifiée. Cette plateforme convergée, en fait, consiste à gérer et à gouverner l'identité, gérer donc son accès aux différentes applications en offrant des mécanismes très modernes, soit en utilisant le fédération que Jérémy expliquait ou le single sign-on pour accéder aux applications, mais aussi à traiter et à gérer nos comptes à privilèges et leurs accès. Donc cette plateforme est basée en quelque sorte et construite sur la base d'un système de corrélation. Donc c'est un système de corrélation qui permet justement d'offrir à nos clients cette vue consistante sur les personnes, sur les applications, sur les données. Donc il y a un certain nombre justement de capacités, un certain nombre de fonctionnalités, en l'occurrence la gestion des cycles de vie de l'utilisateur, la gestion de l'AD, la gestion des habilitations justement qui sont basées sur ce système de corrélation. Nous allons offrir bien entendu des connecteurs et des intégrations avec les différents systèmes cibles. Donc comme on l'expliquait, il existe plusieurs applications
applications qui sont impliquées. Une identité va avoir plusieurs habilitations dans ces applications. Donc, nous avons besoin de connecteurs standards. Nous avons besoin de ces interfaces qui vont simplifier justement l'intégration avec ces applications, mais aussi des intégrations avec d'autres produits ou d'autres solutions dans l'écosystème de sécurité. Comme je le dis et comme on le dit très souvent, la sécurité, c'est un sport d'équipe. Donc, nous avons besoin de fournir aussi des informations à l'ensemble de notre écosystème de sécurité. À titre d'exemple, aujourd'hui, nous pouvons récupérer un certain comportement de l'identité qu'on peut communiquer, bien entendu, à des XDR, à des EDR pour mettre en quarantaine, en quelque sorte, l'identité elle-même. Donc, ces intégrations sont assez importantes pour pouvoir combler à toutes les failles de sécurité que les organisations font face aujourd'hui. Ce modèle donc offre, comme disait Jérémy, donc une intelligence. Donc, nous sommes en train de mettre en place aussi de l'intelligence artificielle pour automatiser aussi la prise de décision en fonction des données que l'on récupère des différents systèmes, de l'analytics et bien sûr le modèle de consommation, donc le modèle de déploiement reste assez flexible, assez agile pour l'ensemble de nos clients. Donc, on peut offrir soit des capacités de déployer en mode cloud, complètement SaaS, en mode on-prem, et bien sûr en mode hybride et cloud privé en fonction du besoin de nos clients. Merci Hicham. Et on va voir, je te laisse la parole ensuite pour voir l'évolution et de rentrer plus en détail sur les différents piliers. Absolument, avec plaisir. Donc, le volume, ce qu'on avait vu dans les précédents slides, cette multitude d'identités, les identités machines, les comptes qui existent dans les différents systèmes. Donc, certainement, c'est une partie du problème. Mais un autre problème fondamental, c'est que le monde aussi a changé. Notre façon de travailler a changé. Notre façon d'adresser les identités a changé. Donc, hier, on s'intéressait principalement aux employés internes. Ils étaient, bien entendu, engagés pour faire une mission, un seul travail, et accéder généralement à ce dont ils avaient besoin à partir d'un seul point d'accès. Donc, l'identité n'était vraiment gérée qu'autour, je dirais, des personnes, et les personnes donc étaient principalement donc au bureau, étaient confinées au bureau. Il n'y avait pas cette notion encore du télétravail qu'on rencontre aujourd'hui. Les choses ont changé bien sûr aujourd'hui. Donc non seulement on doit se préoccuper bien sûr des employés internes, mais il y a aussi tout un autre écosystème d'employés. Il y a des partenaires qui vont donc participer et vont travailler sur notre système d'information. Nous allons retrouver des sous-traitants, des fournisseurs, des clients bien sûr qui vont avoir aussi une identité existante dans notre écosystème. Pareillement, les rôles changent régulièrement. Donc, on va avoir des changements de rôle, changements de mission au sein de l'identité. Il y a des organisations où on va avoir des identités qui vont avoir aussi plusieurs contrats, plusieurs rôles qui sont différents. L'accès maintenant avait changé, donc on peut accéder à notre ensemble d'applications depuis n'importe quel terminal, donc depuis n'importe quel outil, depuis n'importe quel device en quelque sorte. Et bien sûr, on doit s'intéresser maintenant aux personnes, aux applications, aux différents équipements. Et on est dans un mode complètement dispersé. On est sur un mode mobile, on est en télétravail. Donc, nous avons besoin, bien sûr, d'offrir encore plus de sécurité pour gouverner et gérer cette identité. Slide suivant, s'il te plaît, Jérémy. Donc, la réalité ou la triste réalité, c'est qu'on va se retrouver justement avec un nombre important d'applications qui est sous-utilisé. Des utilisateurs vont avoir des accès dans différentes applications métiers qui restent très critiques et c'est des accès qui ne sont pas nécessaires. Peut-être ils ont servi à un certain moment, mais on n'a plus besoin de ces accès. Il n'y a pas de mécanisme aujourd'hui, malheureusement, pour certaines organisations de complètement désactiver, déprovisionner ces accès. Les privilèges, d'une manière générale, sont attribués,
mais complètement oubliés. Aussi, parfois, on rencontre que ces privilèges, avec leur mot de passe, n'ont jamais eu de rotation de mot de passe. Donc, il y a une lacune, en quelque sorte, quant à la gestion de ces comptes à privilèges. Et bien sûr, les entreprises, parfois, n'établissent pas de corrélation entre le comportement anormal d'un utilisateur et son accès approprié. J'ai un accès, par exemple, vers une application assez sensible, j'ai une certaine habitude d'aller sur cette application. Si demain mon comportement change par rapport à une certaine localité, par rapport à mes heures de travail, les systèmes qui sont malheureusement aujourd'hui déployés n'arrivent pas à s'adapter et adapter la politique de sécurité pour gérer justement ce changement de comportement. Des initiatives Zero Trust qui sont généralement très difficiles à mettre en place. Certes, on entend parler beaucoup du Zero Trust, mais pour l'implémenter, c'est quelque chose qui reste fastidieuse, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place et bien sûr très coûteuse. Et au final, donc, c'est difficile d'avoir justement une vue consistante, une vue globale sur cette identité, les comptes qui existent dans les différents systèmes, les habilitations qui sont activées, leurs comptes à privilèges qui sont liés. Donc, on va parler bien sûr de cette notion d'IGA, Identity Governance and Administration, cette notion d'Access Management, cette notion de PAM. Donc certainement, on est toujours sur le monde d'Identity and Access Management, mais il va y avoir des overlaps dans le sens il va y avoir des clashs entre les différentes fonctionnalités. Donc certaines applications d'Access Management vont couvrir bien sûr ce dont elles sont destinées de faire, c'est-à-dire offrir l'accès aux applications par différents moyens, du single sign-on, du MFA, du CIM s'il y a besoin de la fédération derrière. Les comptes à privilèges vont assurer cette rotation de mots de passe des comptes à privilèges, l'enregistrement des sessions, offrir un vol bien entendu aux organisations. Et l'IGA, donc on connaît les capacités standards de l'IGA en termes de gestion de cycle de vie de l'utilisateur, en termes de gestion des rôles de l'utilisateur, le provisioning des différentes applications. Donc aujourd'hui, on va se retrouver bien sûr avec des fonctionnalités qui se chevauchent entre ces différents axes dans l'IAM, mais bien sûr avec des solutions d'access management, nous n'allons pas couvrir d'autres problématiques qui sont liées au PAM par exemple ou IGA. Slide suivant s'il te plaît, Jérémy. Donc voilà, on se retrouve avec une difficulté de gestion, une difficulté justement d'assurer des fonctionnalités qui doivent être liées, des difficultés de fournir des informations donc en différents systèmes. Et donc au final, on a cette difficulté d'avoir cette vision consistante et globale sur ce qu'une identité a, comment elle a eu bien sûr son accès, qui lui a donné son accès, qui a approuvé son accès. Donc le modèle, je dirais, de sécurité de l'identité cible, c'est aujourd'hui des analystes comme le Gartner ou le Kuppinger & Cole aujourd'hui qui reconnaissent que d'ici quelques années, beaucoup d'organisations justement vont associer et vont migrer sur ce modèle centré sur l'identité pour adresser aussi bien la gestion des identités et sa gouvernance, aussi bien donc l'access management et les privileged account management. Donc, je dirais la vision et la stratégie, justement, il faut comprendre la vision de la stratégie tout d'abord de notre organisation pour que le modèle de sécurité de l'identité soit aligné aux objectifs, aux buts métiers de l'organisation. Donc, en quelque sorte, il faut assurer la supportabilité. Nous devons, bien sûr, chercher et trouver donc un éditeur qui a un certain nombre d'expériences sur le marché dans ce domaine, avec un modèle de support qui reste global. Beaucoup d'organisations sont dispersées aujourd'hui. Nous allons retrouver des employés, des identités qui sont dispersées à travers le monde et nous avons besoin bien sûr d'un support global qui permet d'adresser les différentes
problématique. Le deuxième point, bien sûr, dans cette vision et stratégie qu'il faut considérer, c'est l'évolutivité ou la scalability. Donc, il faudrait non seulement s'assurer que l'éditeur, que la plateforme, que la solution à mettre en place peut adresser les besoins d'aujourd'hui, mais il faudrait aussi qu'elle adresse les besoins de demain. Nous sommes dans un perpétuel changement, dans une perpétuelle augmentation en termes de volume d'identité et des comptes qui sont liés dans les systèmes. Donc, il faut qu'on s'assure qu'il y ait une application, une solution qui permet d'évoluer en fonction de mes besoins d'aujourd'hui et futurs. Il faut bien sûr considérer l'agilité. Par agilité, donc j'entends la flexibilité de la plateforme. Aujourd'hui, on a des solutions qui sont déployées en mode on-prem, mais demain, par rapport à la digitalisation des entreprises et la politique de digitalisation, on peut aussi imposer des solutions qui sont en mode SaaS, en mode cloud privé. Il faudrait aussi privilégier des solutions qui vont offrir beaucoup de connecteurs qui sont configurables. Aujourd'hui, on adresse des applications qui sont connues, mais beaucoup d'organisations ont aussi des applications qui exposent des interfaces, que ce soit des API, des annuaires LDAP, du XML. Donc, il faut s'assurer que la solution permet, bien entendu, d'adresser et offrir des connecteurs configurables pour adresser ces applications. Bien sûr, une solution qui offre des API, comme disait tout à l'heure Jérémy. Donc, aujourd'hui, oui, il y a besoin justement de fournir ces informations, que ce soit d'autres solutions de l'écosystème de sécurité, mais aussi d'autres solutions de notre système d'information. Donc, il faudrait bien entendu privilégier justement les solutions qui exposent des API compréhensibles et assez moderne. Et bien sûr, des solutions qui ont des intégrations avec des éditeurs connus pour adresser certains besoins. En termes d'organisation et de design, le point aussi à considérer, c'est cette analyse métier. Chaque organisation va avoir des besoins, des cas d'usage qui sont différents d'une organisation à une autre. Donc, il faudrait bien analyser notre métier, bien analyser notre besoin, identifier les responsables, donc les responsables de rôle, qui doit approuver une demande de faire partie d'un rôle ou une demande d'un accès particulier. Définir bien sûr les compétences et les capacités. Donc aujourd'hui, on est dans un modèle qui reste très flexible et donc il faudrait aussi des compétences qui restent aussi modernes aujourd'hui. Et donc au final, ce qu'il faudrait donc bien sûr assurer, c'est ce passage du modèle fragmenté à une approche beaucoup plus holistique qui va nous permettre donc d'avoir cette vue consistante et 360 degrés sur notre identité ainsi que les accès qui lui sont accordés. Donc voilà, avec une plateforme unifiée, on avait vu tout à l'heure les clashs, le overlap qui existait entre les différentes solutions d'IAM, que ce soit dans l'Access Management, l'IGA et le PAM. Donc, nous allons retrouver donc l'ensemble de fonctionnalités qui vont être adressées par une plateforme unifiée. Et donc, quelles sont les particularités justement que va offrir cette plateforme dans le monde de la gestion d'identité? C'est ce qu'on va voir dans les slides suivants. On parle maintenant aujourd'hui, grâce à l'intégration de ces différents produits d'Access Management, d'IGA et de PAM, une naissance en quelque sorte de nouveaux types de cas d'usage, de nouveaux types de fonctionnalités en quelque sorte. On parle de la Behavior Driven Governance, donc c'est de la gouvernance adaptative, c'est de la gouvernance qui va se baser bien entendu sur le comportement d'une identité. Et comment cela est possible? Cela est possible bien sûr en utilisant des données et des perspectives qu'on va récupérer depuis des solutions de l'Access Management pour informer et pour influer en quelque sorte notre politique de gouvernance et politique de sécurité que l'on a mis en place. Donc les analytics, par exemple, la fréquence d'accès, la localisation de l'utilisateur sont récupérés de ces solutions d'Access Management pour déterminer automatiquement les habilitations via une politique. Donc, à titre d'exemple, j'ai l'habitude de me connecter depuis la France aujourd'hui. Demain, je vais faire des connexions depuis un autre pays où je n'ai pas l'habitude d'y aller, depuis des horaires où je n'ai pas l'habitude
l'habitude d'y aller, on peut récupérer justement cet événement pour le fournir à une solution d'IGA qui va automatiquement soit demander une sécurité supplémentaire, soit désactiver l'accès, donc en fonction bien sûr de la gestion de risque que l'on récupère par rapport à ce comportement. Donc, et bien sûr, on peut même récupérer ces événements pour recommander. Donc, il y a cette notion de recommandation. Tout à l'heure, je parlais de ces outils d'intelligence artificielle qui peuvent récupérer justement ces recommandations, ces informations, ces index de risque qui sont liés au comportement de l'utilisateur pour automatiquement approuver, automatiquement désactiver par exemple les accès d'un utilisateur. Ou bien sûr, elle peut recommander à un responsable de valider ou ne pas valider la demande en fonction de ce comportement. Donc aujourd'hui, on peut mettre en place justement ce type de cas d'usage en associant donc deux produits de chez OneIdentity. Le premier produit de l'Access Management, il s'appelle OneLogin, et le deuxième, donc, c'est Identity Manager qui va gérer les identités et la gouvernance. Un deuxième cas d'usage que je souhaitais aussi vous présenter aujourd'hui, c'est le Just-in-Time Privilege. Donc, comme le nom l'indique, le privilège à juste temps. Je voudrais bien sûr m'assurer et mettre en place un mécanisme qui permet de donner des privilèges, qui permet de donner des puissances à mon identité, qui permet de donner des puissances à mon compte juste au moment où on en a besoin, et bien sûr donc les désactiver au moment où on n'en a plus besoin. Donc, en quelque sorte, on va pouvoir appliquer une philosophie du moindre privilège au compte de privilèges dans l'Active Directory. On va veiller, bien sûr, à ce que ces autorisations privilégiées ne soient disponibles qu'au moment et attribuées qu'au moment où on en a besoin, et bien sûr complètement révoquées, désactivées. En d'autres termes, ce que le just-in-time privilège qu'il va offrir, c'est une rotation tout d'abord du mot de passe du compte à privilège, une désactivation après la fin de ma tâche, la fin de mon implication, une suppression par exemple des groupes qui m'ont donné justement ce privilège. Et cela permet de réduire en quelque sorte considérablement des attaques qu'on voit par exemple contre l'Active Directory. Aujourd'hui, il y a des attaques qui sont très connues comme le pass de hash, comme les Kerberos roasting, le password spray. Et avec justement ce genre de notion de just-in-time, on va faire face, on va faire barrière à quelques attaques qui peuvent causer beaucoup de dommages à notre Active Directory, par exemple. Et le troisième cas d'usage aussi que je voulais présenter, c'est le Privileged Access Governance. Qu'est-ce qu'on entend par Privileged Access Governance? Donc, ce sont la gouvernance des accès privilégiés. Donc, on va avoir si on est bien sûr sur des solutions complètement fragmentées, séparées, donc la gestion de nos identités, on va retrouver aussi des solutions qui vont gérer nos comptes à privilèges, mais il n'y a pas d'association avec le PAG ou le Privileged Account Governance. Donc, c'est un module que l'on a dans une solution d'IGA, donc Identity Manager en l'occurrence, qui va permettre d'assurer et qui va permettre d'étendre en quelque sorte les fonctionnalités standards qu'on connaît dans le monde IGA au compte à privilèges. Par cela, donc, on va assurer le provisioning, le déprovisioning de ces comptes à privilèges. Imaginez donc qu'on est dans un processus de cycle de vie d'un utilisateur. Un utilisateur qui arrive dans une organisation, il va avoir des habilitations, mais il va avoir aussi des privilèges. Avec le PAG, on va aussi même pouvoir complètement supprimer ces privilèges après son départ, ce qui cause beaucoup de failles et d'expositions. Justement, c'est laisser ces privilèges après les départs des utilisateurs. Donc, avec un module de PAG, on va pouvoir déprovisionner facilement ces privilèges dans les systèmes assez sensibles. Bien sûr, on va pouvoir offrir des demandes d'accès et d'approbation. Donc, on va mettre le métier au cœur de nos décisions, même pour des choses qu'avant étaient très techniques. Donc, on va pouvoir nommer des responsables qui vont recevoir des demandes pour validation ou refus de ces demandes. Des délégations des rôles et des responsabilités. On va offrir cette capacité de déléguer des rôles même au sein des systèmes à haut privilège. Et bien sûr, on va mettre en place des politiques de détection, des politiques de sécurité. On va mettre en place des SOD. Je ne peux pas avoir ce privilège qui cohabite avec un autre privilège, par exemple. On va offrir d'autres types de fonctionnalités comme aussi la recertification et l'attestation. Donc, on peut mettre en place, bien sûr, des campagnes de recertification pour être sûr que les privilèges qui ont été donnés à mes utilisateurs soient toujours conformes, soient toujours utiles. Et si on est dans le cas contraire, donc complètement les désactiver et les révoquer.
Quels sont les principaux justement avantages de cette plateforme unifiée? Tout d'abord, bien sûr, c'est augmenter la sécurité en réduisant et en supprimant les droits inutiles qui sont liés à l'identité dans les différents systèmes. Et bien sûr, en appliquant d'autres politiques de SOD, comme je le disais dans le slide précédent. Pareillement, aujourd'hui, on est contraint à répondre aux exigences de conformité. On est soit sur le NIS2 par exemple, soit sur le RGPD. Donc on doit offrir aux organisations la capacité de démontrer aux auditeurs que les droits qui ont été accordés répondent à une certaine norme, à une certaine politique qui a été mise en place. On doit avoir cette visibilité complète de quels sont les privilèges, quels sont les droits que chaque utilisateur détient de mon organisation, qui a donné ces droits et quand tout a été fait. Et bien sûr, on doit corriger continuellement les accès inappropriés et redondants de cet utilisateur. Une meilleure gouvernance, bien entendu. Par une meilleure gouvernance, donc c'est cette récupération du comportement de l'utilisateur pour l'adapter, pour adapter la politique de gouvernance qui est mise en place. Donc encore une fois, on va assurer et la conformité et la sécurité, et bien sûr une meilleure gouvernance de l'identité. Et bien sûr, le dernier point en termes d'avantages, c'est cette réduction de coûts. Donc avec la connaissance, avec les données qu'on va récupérer de différents systèmes, on peut donc non seulement savoir les accès qui ne sont pas utilisés, mais aussi on peut récupérer des licences complètement utilisées. Bon, il y a quelques applications qui sont très coûteuses, où l'on va avoir des licences qui sont activées par identité, donc avec des mécanismes dans cette gestion d'identité unifiée, on va pouvoir récupérer les licences non utilisées et réduire bien sûr considérablement les silos administratifs. Certainement ce que j'avais vu justement dans ce monde de l'IAM, on va retrouver des équipes qui vont faire le PAM, des équipes qui vont faire l'access management, des équipes qui vont faire l'IGA. Donc avec une plateforme unifiée, on va pouvoir aussi unifier les équipes et avoir des compétences plus généralistes sur l'ensemble de ces besoins. Et en termes de valeur réelle justement de cette plateforme, donc en quelques mots, on va pouvoir réduire le TCO, donc le Total Cost Ownership. Pourquoi je en dis cela? Parce qu'il y a une minimisation justement des risques d'upgrade. C'est une intégration qui a été validée, approuvée et testée par les équipes donc, de One Identity. Demain, on va migrer des solutions. Donc, on va assurer bien sûr qu'un chemin d'upgrade soit toujours assuré et soit toujours validé. Comme je disais, donc la consolidation des équipes et des compétences et bien sûr la réduction du nombre d'éditeurs et de fournisseurs. Donc on peut parfois se retrouver avec plusieurs fournisseurs pour adresser les différents challenges de l'IAM. Donc avec une plateforme unifiée, on va pouvoir réduire justement ce nombre de fournisseurs. Une autre valeur réelle justement de cette plateforme, c'est l'accélération du time to value. C'est une intégration déjà validée et testée, comme je le disais. Donc, sa mise en place aussi va être assez simple, assez rapide pour couvrir les différents besoins. Et bien sûr, on aura recours à moins de personnalisation, à moins de codage en quelque sorte, parce que c'est des intégrations natives qui sont faites, parce que c'est une communication entre les différents produits et solutions qui a déjà été testée par One Identity. Et le dernier point que je trouve aussi très important concernant la plateforme unifiée, c'est la rationalisation du support. Donc, on va pouvoir adresser l'ensemble de ces challenges, l'ensemble de ces problématiques liées à l'IGA, l'Access Management et le PAM par un seul éditeur, par un seul support global, et éviter le pointage, si le terme est bon, des doigts de qui est en tort, qui doit régler le problème concerné. Donc aujourd'hui, rationaliser le support reste une valeur réelle et très importante pour la plateforme unifiée. Et donc, à la fin, bien sûr, ce sont des axes qui sont différents, ce sont des projets parfois qui sont différents. Donc, One Identity offre un certain nombre de produits qui vont adresser l'access management, l'identity governance, le privilege account management et l'active directory management. Donc, nous allons retrouver des produits qui vont assurer chaque problématique pour au final converger nos identités, nos applications, nos données. Et bien sûr, c'est des applications, comme je le disais, qui sont assez modernes, qui exposent donc des API
API d'intégration pour pouvoir s'intégrer entre elles tout d'abord, mais aussi s'intégrer avec d'autres solutions du marché. Et son modèle de déploiement reste assez flexible et agile, donc on supporte que ce soit le déploiement en on-prem de ces solutions, au mode hybride, en mode purement SaaS et cloud ou cloud privé par exemple. Donc voilà, si je pense qu'on a laissé bien entendu par la suite une section de questions-réponses. Donc s'il y a des questions, nous serons bien sûr très contents d'y répondre. Je te repasse la main, je pense, Jérémy. Merci Hicham de nous avoir montré. On a vu au début les différents enjeux et l'évolution de cette gestion de l'identité et de comment et pourquoi c'était important d'aller enrichir cette identité pour qu'elle soit mieux utilisée sur les différents cas d'usage d'IAM que tu as présenté. On a bien vu l'importance d'avoir une plateforme unifiée qui permet d'aller avoir les événements et un échange d'informations simplifié, des process aussi qui seront unifiés avec des équipes qui pourront travailler en même temps sur la même plateforme. Donc on a vu tous ces différents avantages à aller vers cette démarche, les différents enjeux. Donc là, maintenant, on est là il nous reste une petite dizaine de minutes pour échanger, répondre à vos questions. Donc vous avez la possibilité d'y répondre et de pouvoir directement poser des questions via le chat, via le petit module Q&A, QNR d'ailleurs, oui, questions-réponses. Donc on est là à votre disposition pour y répondre. Alors, une question en fait qui est posée par une personne qui dit est-ce que c'est une solution SaaS? Donc aujourd'hui, le modèle est flexible et agile. On peut l'avoir aussi bien sur le SaaS que on-prem. Donc c'est une solution qui va s'adapter aux besoins. Et l'important aussi dans cette offre qu'on a dans les différents produits, c'est qu'on a misé sur l'iso-fonctionnalité. C'est pas parce que c'est une solution SaaS qu'elle va perdre justement de fonctionnalité. On est vraiment iso-fonctionnalité, que l'on prenne une solution on-prem ou SaaS, on va garder exactement les mêmes fonctionnalités et donc adresser exactement les mêmes besoins et les challenges. Alors, nous avons une autre question qui stipule que pour servir une application de métier en mode SaaS, il faudrait un module de gestion SaaS. Pas forcément. Justement, ces applications SaaS aujourd'hui exposent d'une manière générale des API très modernes. Donc, on voit des API REST, par exemple, ou SOAP qui sont exposés par ces applications SaaS. Ce dont on a besoin, effectivement, c'est d'un connecteur qui peut communiquer, qui peut dialoguer, qui peut échanger avec cette application. Donc, pas forcément le module de gestion doit être en SaaS. On peut avoir donc notre solution complètement on-prem qui est un connecteur qui permet de discuter via du REST, par exemple, avec cette application SaaS et donc gérer le provisioning dans cette application, gérer bien sûr le cycle de vie de ce compte, même en mode SaaS. Et bien sûr, si le souhait, on a un module complètement SaaS qui s'appelle le Starling Connect, qui offre justement un connecteur SaaS pour ces applications SaaS. Donc, encore une fois, même en termes de connecteurs, nous restons très agiles et on offre une capacité donc de s'adapter aux besoins en termes de déploiement des solutions. Alors, on a une autre question. C'est du vrai SaaS ou c'est une VM dans le cloud? Alors, par définition, donc je dirais le SaaS, c'est le service qu'on offre justement aux clients. Nous avons besoin d'un service et c'est exactement One Identity qu'offre aujourd'hui donc à ses clients. Donc il y a un service qui est offert, qui est proposé pour assurer justement ces challenges. Maintenant, le mode effectivement de conception de ce modèle SaaS peut différencier d'un éditeur à un autre. Il y en a qui choisissent donc un modèle multi-tenant. Il y en a qui choisissent un modèle qui est complètement single tenant. Donc, chez One Identity, on est sur du single tenant, bien entendu. Et en fait, c'est un modèle qui va impliquer peut-être un peu plus d'efforts
côté éditeur, pas jamais au niveau des organisations et des clients, parce qu'on offre toujours le même service, mais aussi c'est un modèle qui permet d'assurer une certaine sécurité par la ségrégation des données qui ne doivent pas cohabiter entre les différentes organisations, par aussi des capacités d'adaptation et des capacités de répondre à la volumétrie. Donc c'est un modèle qui permet d'augmenter des ressources dans le cloud très facilement pour combler un certain besoin. Nous avons des clients qui gèrent aujourd'hui plus de 400 000 utilisateurs par exemple, avec des millions et des millions de comptes. Nous avons besoin bien sûr d'un modèle SaaS, d'une solution SaaS qui peut répondre à cette charge de travail. Une des questions aussi qu'on voit souvent, c'est par où commencer, c'est quoi la trajectoire. Les projets d'IAM sont divers, les projets d'IAM sont différents. Donc, moi, ce que je suggère toujours, c'est de commencer par les quick wins, pour commencer par la simplicité. Donc, nous allons bien sûr commencer par offrir l'accès et assurer et sécuriser l'accès aux applications. Donc, on doit commencer, par exemple, dans des projets d'access management qui sont parfois faciles à mettre en place pour assurer donc une authentification et une sécurité qui respecte les normes d'aujourd'hui et accéder aux applications. Peut-être par la suite, donc, assurer notre Active Directory, qui reste donc un des annuaires et des référentiels le plus déployé aujourd'hui dans les organisations et qui reste une cible très prisée et aimée par les attaquants. Donc, sécuriser un AD donc, revient à sécuriser une organisation d'une manière importante. Commencer aussi à penser à la sécurisation des comptes à privilèges. Donc, ce sont des comptes qui causent généralement, et c'est au final la cible des attaquants. Donc, on fait des attaques contre l'AD, comme je disais tout à l'heure, mais derrière, on vise à avoir justement la main, avoir accès à ces comptes à privilèges pour causer le plus de dommages à une organisation. Donc, mettre en place, bien sûr, un projet de PAM va pouvoir assurer donc cette rotation de mots de passe dont je parlais, l'enregistrement des sessions, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on a des intervenants, on a besoin parfois d'enregistrer les sessions pour des raisons de troubleshooting ou d'auditing, par exemple, et bien sûr, donc, mettre en place des projets d'IGA pour pouvoir justement adresser cette gouvernance de l'identité. D'une manière générale, ce sont des projets qui prennent le plus de temps parce que c'est des projets qui impliquent l'ensemble de mon système d'information, l'ensemble de mes applications, mais aussi il implique tout mon métier, tous mes responsables, et donc voilà, c'est des projets qui peuvent prendre un peu de temps. Donc c'est un peu la trajectoire qu'il faut envisager. Maintenant, bien sûr, les besoins peuvent changer d'une organisation à une autre, les priorités peuvent changer d'une organisation à une autre, mais sachez de toutes les manières que l'on commence par l'access management, le PAM ou l'IGA ou la sécurité de l'AD, il y a toujours une intégration qui est faite nativement pour facilement demain déployer et assurer les autres besoins et les autres challenges. Merci Hicham pour ces précisions. En tout cas, Métis, on est là pour vous accompagner sur l'intégration de ces différentes solutions. Et si vous avez besoin de conseils amont pour définir la trajectoire, pour définir quels sont, en fonction de votre priorité, quels sont les éléments à mettre en compte, à prendre en compte dans votre trajectoire de sécurisation au global de l'IAM, savoir quels sont les modules qui sont à prendre en compte de manière initiale et celles qui sont à mettre dans la roadmap. Donc, nous, on est là, Métis, pour vous accompagner avec des experts aussi bien sur la partie fonctionnelle IAM que sur la partie technique intégration. On est pile dans les temps. Il nous reste une petite minute pour libérer tout le monde en attendant qu'il y ait peut-être une autre question. En tout cas, on était ravis de pouvoir discuter et échanger avec vous sur ces problématiques d'avenir qui sont hyper importantes pour les entreprises pour aller sécuriser l'ensemble des systèmes d'information. Merci Hicham d'avoir participé à notre webinaire et on espère vous voir nombreux par la suite. Merci beaucoup à tous pour votre attention et merci beaucoup Jérémy pour la collaboration. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.